Bonjour à tous, bienvenue à cette session des Human Talk du 8 juin. Donc les Human Talk, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est ouvert à tous et à tous sur plusieurs sites en France, Nantes, Grenoble, Lyon, et il y en a d'autres. Et pour ces sessions, elles sont organisées en session unique en live. Et le principe, c'est quoi? C'est des talks d'une dizaine de minutes qu'on fait tous les deuxièmes mardis du mois. Si jamais vous avez des questions pendant les sujets qu'on va avoir ce soir, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on les verra après coup. Et si vous voulez avoir toutes les infos sur les talks et les slides, vous pouvez aller sur ce lien-là. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter avec ce hashtag. Et ce soir au programme, on a 3 sujets. Donc, Otman va nous parler de SOS 117, une appli qui ne répond plus. On enchaînera avec du Quarkus par Loïc Mathieu. Et on finira par un kata bowling game avec intro au TDD par Colin. Merci à tous et puis une bonne soirée. Et on va commencer par Otman. Yes. Bonjour à tous, vous m'entendez? Alors, je vais partager mon écran. Hop. Top. Est-ce que c'est bon? Ok, top. Du coup, donc, hello à tous. Très heureux de présenter ce talk, et en particulier sur ce sujet. Donc, je me présente très rapidement. Je m'appelle Otman. Je suis tech lead chez Sipios. Et donc, Sipios, c'est une agence fintech dont l'objectif est donc de réaliser des applications sécurisées et performantes pour des acteurs de la finance. Voilà. Alors, durant ce talk, je vais vous montrer comment réagir face à des API externes défaillantes. Et l'objectif aussi, c'est de vulgariser le sujet pour s'adresser au plus grand nombre et en utilisant aussi des petites références aux films que vous connaissez tous, j'espère, OSS 117. Donc, je passe à la slide suivante. Donc, au menu, j'ai un menu en 4 parties. Je vais commencer par faire une analogie du web avec la restauration. Donc, expliquer simplement comment le web s'apparente à la restauration. Ensuite, je vais parler du design pattern façade pour montrer comment on peut l'utiliser pour se connecter à plusieurs services. Je vais également parler du health check. Et dans un dernier temps, je vais parler de la stratégie de retry que l'on peut utiliser pour se prémunir des défaillances d'une API externe. Donc, à la fin du talk, il y aura une session questions-réponses voilà, pour répondre à toutes vos questions. Sans plus tarder, alors, on commence par la première partie. On va revenir à la base du web. Donc, un site internet, c'est créer une application web. En fait, c'est équivalent à créer un restaurant. Je vais expliquer pourquoi. Donc là, on a un client, Jean Dujardin, qui attend tranquillement dans sa table de restaurant. Jean Dujardin, qui est le client, va demander à un serveur, il va donner une commande à un serveur. Donc le client commande, ensuite le serveur va transmettre la commande au chef cuisinier, puis le chef cuisinier va récupérer de la matière première. Donc là, dans ce cas-là, il va récupérer du poulet dans un service chez un partenaire. Donc ça peut être un partenaire fermier, par exemple. Imaginons le meilleur ouvrier de France qui fournit du poulet dans Paris, qui est son partenaire externe, parce que le chef cuisinier n'est pas capable de produire son propre poulet. Il n'a pas de ferme de poulet. Donc là, en fait, pourquoi je prends cet exemple? En fait, cet exemple, il montre que une application web, c'est quoi? C'est un client donc, qui est représenté par le navigateur. Donc, c'est ce que voit l'utilisateur sur son navigateur. Depuis son navigateur, il va effectuer une commande. Ça veut dire qu'il va demander une action. Le navigateur va donc, le front, va donc envoyer une requête au back-end. Ici, le back-end est représenté par la combinaison du serveur et du chef cuisinier. Et le chef cuisinier, en fait,
ça correspond donc à la logique de code qui va interroger le partenaire externe. Donc, par le partenaire externe, ici, je désigne une API externe. Typiquement, j'ai besoin d'accéder à des informations d'une entreprise pour un sirène donné. Je vais interroger une API comme Infogreffe, comme DataGouv, donc des API qui sont fournies par le gouvernement. Voilà. Ensuite, donc, une fois que le chef cuisinier va récupérer son poulet, il va transmettre la commande au serveur qui va la transmettre au client. Donc ça, c'est une application web. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si mon partenaire externe brûle ou si mon service est éteint? Hashtag OVH. Dans ce cas-là, comment je fais pour servir mon client si je n'ai plus de fournisseur? La réponse est simple. La première solution, elle paraît assez évidente, c'est de recourir en fait à un partenaire différent, donc un deuxième partenaire. Là, si on reprend l'exemple d'OSS 117, c'est la SCEP vs la SBEP. Et donc, si jamais mon code me permet d'utiliser un partenaire différent en cas de downtime, par exemple, de mon premier partenaire de choix, j'ai un partenaire qui permet d'avoir la même matière première. Par exemple, si on reprend l'exemple du sirène et de la récupération d'informations, je peux utiliser DataGouv comme je peux utiliser une autre API comme Infogreffe. Voilà, donc pour mettre en œuvre ça d'un point de vue code, sans trop rentrer dans la technique, on peut utiliser un pattern qui est le pattern façade. Donc le pattern façade, en fait, c'est un patron de conception qui est utilisé donc pour réaliser en fait une interface de programmation, c'est-à-dire que j'ai un gros composant qui est composé de plein de sous-composants. Et le but de ce pattern, c'est de s'abstraire de toute la logique des sous-composants. Donc, typiquement, d'un point de vue code, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais rester avec un exemple assez simple. C'est que, par exemple, si j'ai une fonction qui permet de récupérer des informations via un sirène, je vais d'abord interroger le premier partenaire de choix, qui est par exemple Altares. Et si jamais mon partenaire est défaillant et que je n'ai pas d'informations, je vais interroger mon deuxième partenaire, qui est Infogreffe dans cet exemple-là. Alors, maintenant, je vais faire un petit focus sur le cas qu'on a vu précédemment pour parler d'un deuxième sujet. Donc, le deuxième sujet ici que j'ai envie d'introduire, je vais vous l'expliquer à travers cet exemple. Donc là, on est dans un cas où on a un partenaire externe qui est en difficulté. Donc, on n'est pas en mesure de retourner la commande du client. Et on n'a pas ici de deuxième partenaire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois au restaurant, on va demander un certain plat dans la carte et au bout de 15 minutes, le serveur va revenir nous voir et nous dire « Attention, ce plat n'est pas disponible ». Pourquoi? Parce que j'ai plus de saumon en stock, donc je ne peux pas produire ce plat. Et en fait, typiquement, là, on a perdu 10 minutes alors que l'information aurait pu être obtenue dès le début. Et une solution pour réduire toutes ces étapes avant de savoir qu'on n'a plus de matière première ou que le partenaire externe est défaillant, c'est le health check. Alors, le health check, le concept est assez simple. On va avoir une personne qui va appeler notre partenaire externe, par exemple avec une fréquence de 5 minutes. On peut choisir 1 minute, 10 minutes. Tout dépend de à quel point on veut être. On veut mesurer si le partenaire est efficient ou pas. Et d'un point de vue plus concret, on peut avoir des interfaces qui nous permettent de visualiser les health checks toutes les 5 minutes. Donc là, je vois qu'il y en a un qui est OK il y a 5 minutes et je peux voir tous les health checks OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si mon
partenaire est en feu. Donc, si mon partenaire est en feu, il y a plusieurs possibilités. Donc, une des possibilités, c'est de recevoir en fait des alertes avec un certain canal de communication. Donc là, on a un exemple d'alerte via Slack. Donc, je pense que c'est un outil qu'on utilise un peu tous dans le monde de la tech. Et c'est assez simple à paramétrer. L'avantage ici, c'est qu'on peut également mettre des informations supplémentaires, telles que les contacts, ou bien un mode opératoire qui permet de réagir en cas d'incident. Donc ça, c'est assez pratique. Deuxième point, grâce au health check, on peut aussi mettre des mécanismes dans notre application web, c'est-à-dire on peut imaginer, grâce à un health check, le fait de montrer une tooltip, veuillez réessayer plus tard, qui permet donc d'anticiper l'échec du partenaire. Donc bloquer en fait la commande, c'est comme si on barrait le plat dans le menu. Et sinon, on peut également imaginer une solution dans laquelle en fait on va tout simplement fermer le restaurant. Et ça correspond plutôt à la page de maintenance qu'on va mettre en place. C'est une solution qui est assez radicale. Alors, si on veut éviter donc de faire une page de maintenance pour son application, on peut avoir une autre solution. Donc, c'est le dernier point que je voulais aborder sur cette présentation, c'est la stratégie de retry. Donc, un problème type, c'est je dois utiliser une API qui est très instable. La SI n'est pas très forte et cette API est éteinte depuis 30 minutes. Donc, dans ce cas-là, comment mon application doit réagir? Une possibilité, ça peut être de mettre en place un système de retry. Donc, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que je vais faire l'appel. Si l'appel est réussi, je passe à l'étape suivante. Si mon appel ne réussit pas, donc mon appel à l'API externe, je relance l'appel. Je peux choisir le nombre de relances, je peux choisir l'intervalle entre chaque relance. En fonction de à quel endroit je me trouve dans l'application, il faudra choisir une durée différente. Si je suis dans un processus invisible par l'utilisateur, dans ce cas-là, je vais choisir peut-être des intervalles un peu plus longs. Mais si je suis au niveau du navigateur et que l'appel à l'API externe se fait dès le navigateur, dans ce cas-là, il faudra utiliser des intervalles très courts, car sinon, le temps de chargement pour l'utilisateur risque d'être très lent. Voilà. Donc là, c'est une solution possible pour ce problème type. On peut avoir un autre problème type, et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'avoir ce problème dans les applications sur lesquelles j'ai travaillé, et c'est pas facile à gérer. Typiquement, une API qui a des horaires de fonctionnaire en production. Donc, ça arrive, ça existe. Je vais pas donner de nom, mais voilà, ça peut arriver. Alors, donc là, si on a une API qui est ouverte de 9h à 17h et fermée les week-ends, comment je réagis si mon application web est censée être ouverte 24 heures sur 24? Un schéma possible pour réagir à ça, c'est une vérification. Donc, si je suis en horaire d'ouverture, je fais l'appel. Et si ce n'est pas le cas, je vais aller dans une étape d'attente de la date de relance. Donc, dans cette étape-là, il y a aussi il faut prévoir aussi une fonction qui calcule en fait le moment où je vais relancer mon appel. Donc, typiquement, si je suis le samedi à 17h, je ne vais pas relancer le lendemain, mais je vais relancer le lundi à 9h du matin. Voilà, donc c'est tout pour ce talk et je vous écoute pour les questions. Hop, les questions. Hop, les questions. Hop, les questions. Je n'entends pas du tout. Alors, il y a une question dans le chat. Pour éviter les problèmes types, il ne faut pas paradoxalement utiliser ces langages typés. Alors,
pour éviter les problèmes types, il ne faut pas parler. Ah, ouais, donc je pense que ça fait une petite référence à OSS 117. Heureusement que je l'ai, sinon j'aurais pas du tout compris la question. Du coup, ouais, donc pas mal, très bonne blague. Du coup, s'il n'y a pas de questions dans le chat, moi j'aurais une question. Est-ce que tu as des bouquins de référence à conseiller pour tout ce qui est pattern antifragile en production? Alors, j'ai surtout des pages à conseiller, plutôt des pages internet ou des pages web en fait que j'ai trouvées là-dessus. Donc, il y a déjà la documentation de Microsoft sur le mécanisme de retry qui est, je trouve, très très fournie. Alors, j'avais le lien, mais j'avais dû regarder ça aussi pour m'inspirer de trouver des bons mécanismes de retry. Je pense que ça peut être un bon début. Sinon, je réfléchis. Il y a aussi des sites qui expliquent en fait les différents patterns design. Pour par exemple, utiliser le pattern design façade, j'ai vu aussi des idées d'implémentation sur toutes les documentations sur les différents patterns. Je pense que ça peut être aussi un bon point pour essayer de trouver pour s'inspirer de bons patterns pour mettre en place ces connexions à ces services externes. Ok. Pour info, pour moi, la référence là-dessus, c'est Release It de Michael T. Neigart en bouquin. Et en plus rapide, on peut juste regarder les implémentations qui sont faites dans Resilience 4J, qui sont les implémentations des différents patterns. Et donc, en regardant la doc, ça permet de savoir ce que c'est un bulkhead, un circuit breaker, un retry, un timeout, etc. Mais ok, les docs de Microsoft sur les retry, je les connais pas. Si tu as un lien sous la main, ça m'intéresse. Ouais, carrément. Là, je vais essayer de le mettre sur le... Je sais pas si je le mets sur le private chat. Je vais essayer de retrouver ça. Peut-être que je le mettrai après sur le talk. Ok. On a une autre question. Ouais. Comment est-ce que tu testes une API avant de l'installer pour savoir à quel point tu vas devoir mettre en place les mécanismes dont tu as parlé, retry, monitoring, etc. Alors, c'est une super question parce que, effectivement, en fait, c'est dur de penser à tous les cas possibles. Donc, moi, au fur et à mesure et de mon expérience sur les connexions aux différentes API, ce que j'ai remarqué, c'est que il fallait mettre en place des points de contrôle si on ne voulait pas oublier certains aspects. Donc, déjà, première chose, un Swagger. Si on a la chance d'avoir un Swagger, ce n'est pas suffisant. D'expérience, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut connaître déjà d'un point de vue business à quoi correspondent les champs que l'on va recevoir en sortie ou que l'on doit mettre en entrée. Est-ce qu'on a des coûts aussi sur les API? Quels sont les coûts? Est-ce que l'appel est idempotent? Est-ce qu'on peut monitorer facilement l'API? Donc typiquement, ce que je montrais dans la slide précédente, je vais essayer de revenir dessus. Là, ouais. Tac. Ouais, sur la slide qui montre le health check. Donc là, on voit qu'on fait des appels toutes les 5 minutes. Donc là, ça marche bien si l'appel est gratuit. Mais si l'API est payante, des appels surtaxés, ça peut revenir cher de faire du monitoring toutes les 5 minutes. Donc là aussi, c'est un aspect à voir. Et surtout, je pense faire des tests sur Postman avec de différentes données de test. Ok, merci bien. Je vois pas d'autres questions. Dans ce cas, on va pouvoir enchaîner avec Loïc qui va nous parler de Quarkus. Bonjour. Alors, je ne vais pas vraiment vous parler de Quarkus. J'espère que vous ne serez pas déçus. Je vais en... Alors...
je vais vous parler de comment et pourquoi j'ai commencé à contribuer à Quarkus. Ouais. Si vous voulez entendre parler de Quarkus, je vous donnerai lien vers un événement prochainement sur le sujet. Mais en tout cas, j'ai plutôt parlé de contribution à Quarkus. Donc, je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant et formateur chez Zenica Lily. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter via mon mail, mon Twitter ou mon Twitter. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller lire mon blog. Et je suis contributeur Quarkus et je vais vous raconter comment j'ai commencé et pourquoi je continue. Alors, au commencement, c'était la curiosité. J'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Donc, je fais pas mal de veille techno. Et donc, voilà, j'ai entendu parler de ce nouveau truc qui se lançait, Quarkus, à peu près au moment où il est sorti. Et j'ai voulu commencer à tester. Voilà. Et la veille techno, ce qui est bien chez Zenica, c'est qu'on peut demander un jour pour pouvoir tester quelque chose et en écrire un article de blog. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, en avril 2019, j'ai profité de ce qu'on appelle chez Zenica des jazz, des journées à Zenica. C'est des journées où je ne suis pas chez le client et où je peux faire quelque chose. J'ai testé Quarkus. J'ai fait un petit proto et j'ai écrit un article dessus. Voilà, donc ça, la veille techno, ça fait partie de mon boulot. Et chez Zenica, on nous donne des jours pour en faire, si nécessaire. Après ça, j'ai aussi été à des conférences. Et lors de ces conférences, j'ai fait des rencontres. Alors, la première conférence où j'ai beaucoup entendu parler de Quarkus, c'est la conférence Devoxx en 2019. Donc, en fait, comme j'étais speaker à Devoxx, pareil, en fait, j'ai pu aller aux 3 jours de Devoxx qui était payé par ma société. Donc, ça, c'est aussi un petit plus. Hein. On a la facilité pour être speaker. Encore une fois, je n'ai pas posé des RTT, donc c'est plus facile. Et ça fait partie de mon job. Donc, j'étais speaker à Devoxx et en même temps, donc j'ai pu assister à l'université sur Quarkus, donc 3 heures intensives de Quarkus avec deux speakers géniaux, Emmanuel Bernard et Clément Escoffier. Et dans Quarkus, on a la chance d'avoir des speakers intéressants qui parlent français. Donc, c'est en plus beaucoup plus facile à aborder. Et surtout des rencontres, parce que le lendemain où j'étais à cette université de 3 jours, je vois un de mes collègues, je dis ouais, c'est génial, j'étais aux 3 heures sur Quarkus, là c'était vraiment passionnant, les speakers ils sont top et ça. Et puis, elle me dit bah viens, on va leur parler. Moi je suis un peu timide, hein, ça se voit pas. Je dis ah ouais, elle me dit non mais je les connais super bien, Emmanuel je le connais bien et en plus Clément Escoffier, j'ai bossé avec lui, donc on y a été et on a commencé à taper la discute. Donc, j'ai dû taper la discute pendant plus d'une demi-heure, surtout avec Clément Escoffier, parce qu'Emmanuel Bernard était pas mal pris. Et donc, on a pas mal parlé de Quarkus. Ils m'ont parlé un petit peu du projet qui arrivait, à quel point il changeait un peu dans sa conception par rapport aux autres projets de microservices, aux autres frameworks microservices du moment, et ainsi de suite. Donc, c'était assez intéressant. Puis moi, je leur dis, bah, c'est pas mal, mais il manque un petit truc, c'est que pour l'instant, il n'y a que Hibernate pour accéder à la base de données. Et, moi, chez mon client, on fait pas mal d'autres bases de données, entre autres MongoDB. Et là, Clément Escoffier me dit je suis justement en train de travailler sur une extension Quarkus MongoDB, mais moi, je ne connais pas trop MongoDB. Est-ce que. Et puis voilà, comme ça, je lui dis si tu veux, moi, je peux donner un coup de main, je peux la tester, quoi. Voilà. Donc après, je les ai revus au DevFest à Lille, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et donc, ma première contribution à Quarkus, ce fut de tester une extension. Donc, il n'y a aucune PR, je ne sais même pas s'il y a des traces de ma première contribution à Quarkus, mais j'ai testé l'extension et j'ai fait un premier kickstart de Quarkus, de MongoDB, de l'extension MongoDB de Quarkus, et puis j'ai testé avec des trucs, et puis j'ai fait des allers-retours avec Clément Escoffier. C'était vraiment ma première extension. Ma première contribution, ça a été de tester une extension. Après, j'ai commencé un petit peu à faire du Quarkus dans la société avec laquelle je travaillais, et puis ça a donné ma première PR, donc en mai 2019, où j'ai changé quelques lignes pour changer un niveau de log par défaut. Voilà, donc ça, c'était ma première PR sur Quarkus, qui a été acceptée. Voilà.
Après, j'ai eu un désir d'une grande contribution. Et entre autres, c'était suite aux autres discussions que j'ai eues lors du DevFest Lille, toujours en juin 2019, où j'aurais dit, ben voilà, maintenant qu'on a une extension pour MongoDB, il y a un truc qui s'appelle Hibernate with Panache. Donc, c'est une surcouche très légère à Hibernate pour simplifier l'écriture de repositories et de requêtes. J'ai dit, ben, on pourrait faire MongoDB with Panache. Mais il faut savoir que Panache, c'est au niveau d'une extension, c'est une grosse extension Quarkus. Alors, il y a quand même beaucoup de code, il y a des choses assez complexes, du bytecode enhancement et tout ça. Donc, c'était un peu une idée un peu folle parce que j'avais fait deux, trois petites contributions. En fait, voilà, la route ne fut pas si simple que ça. Il y a eu beaucoup de détours. Donc, ça m'a pris à peu près 3 mois à réussir à sortir l'extension MongoDB with Panache. Mais j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler, entre autres, directement avec les développeurs du framework. J'ai même eu un conf call pendant un peu plus d'1h30. On a discuté avec deux personnes de l'équipe Quarkus qui avaient participé à Hibernate with Panache. Et donc, on a fait le design ensemble. Pas mal d'allers-retours, mais c'était vraiment sympa de pouvoir discuter directement avec eux. Et entre autres, pendant le temps où Hibernate with Panache, qui était vraiment ma première idée, a mûri, j'ai fait une autre extension. Cette extension, c'était une extension que j'avais besoin dans mon projet actuel, puisque il ne supportait pas l'authentification haute avec ce qu'on appelle des obscure tokens, ils avaient des tokens JWT ou de l'OIDC. Et donc, j'ai fait une première extension. Et vous voyez, quand on fait une extension Quarkus, vous pouvez regarder dans le screenshot là, conversation, quand même 206 commentaires sur une extension. Une extension Quarkus, il y a beaucoup de gens qui interviennent et c'est pas une petite paire qu'on va faire et qui va être mergée en quelques heures. Et en août, enfin, ma plus grande contribution à Quarkus, l'extension MongoDB with Panache, 365 conversations. La paire a pris 1 mois à être mergée, je crois. J'ai dû réécrire le truc 5-6 fois, bien sûr. 69 fichiers changés, donc c'est pas une petite extension. Et je suis fier quand même, en quelques mois, d'avoir pu faire ça. Après, j'ai continué à contribuer à Quarkus parce que la communauté est très, très sympa, parce que je continuais à l'utiliser dans mon projet, parce que c'était aussi au départ, en tout cas, à un moment où j'avais le temps de contribuer. Et donc là, vous pouvez voir, j'ai fait 250 commits à Quarkus depuis ce temps-là. Et ce qui est marrant, c'est de voir mon profil de committeur, comme je dis. J'ai ajouté 38 000 lignes et j'en ai supprimé 9 000. Donc, je suis clairement quelqu'un qui va aller ajouter des nouvelles fonctionnalités à Quarkus. Jusqu'à ce que l'année dernière, il y a à peu près 1 an, la consécration, je suis devenu le membre de la Quarkus Push Team, donc j'ai pu avoir les droits de pusher sur le repository Quarkus sans que une paire après l'avoir validé moi-même. Donc ça, c'était pour moi ma contribution, comme la consécration comme contributeur Quarkus. Alors, là, je vous ai expliqué un peu le comment et mon histoire de contribution de Quarkus. Qu'est-ce que j'en ai retiré? Bien sûr, le plus évident, ça m'a permis de monter en compétence sur Quarkus. D'ailleurs, je me souviens alors je ne sais plus qui a dit ça, mais c'était un article qui expliquait que, grosso modo, quelqu'un qui contribue à un projet qu'il utilise dans son métier, en fait, il va facilement être 2 fois plus performant en utilisation du framework. Donc, si vous faites le calcul, grosso modo, si je passe 50% à contribuer à Quarkus, je peux toujours être aussi performant qu'avant, puisque ça double ma performance. Donc, bon, bien sûr, c'est un calcul un peu simpliste. Mais le fait de passer du temps à contribuer sur Quarkus, ça me fait progresser sur la connaissance de Quarkus, et donc ça me fait être plus productif aussi. La chose vraiment qui m'intéresse le plus, et c'est pour ça que je continue à contribuer, c'est apprendre des choses, apprendre des nouveautés, apprendre. J'adore apprendre des nouvelles choses. Et par exemple, en contribuant à Quarkus, j'ai pu apprendre des choses au sujet de l'enhancement bytecode, de la génération de bytecode Java. Et ça, c'est vraiment une occasion unique parce que généralement, on n'en fait pas nous-mêmes. Par contre, en intervenant dans un framework, on peut apprendre ce genre de choses. Et on en apprend aussi même des choses qui dans notre vie de tous les jours, parce que
on est en contact avec plein de développeurs, des développeurs parfois qui sont des développeurs très reconnus sur le métier, des gens qui ont fondé Hibernate. Voilà, quand on a eu la possibilité de discuter avec les fondateurs d'Hibernate, par exemple, c'est super intéressant, aussi bien dans la compréhension d'Hibernate que dans aussi nous faire grandir dans la manière dont on code. Faire partie d'une communauté, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment sympa de pouvoir faire partie d'une communauté. Il y a un réel côté communautaire dans la contribution open source quand vous contribuez régulièrement. Et ça, je vous conseille vraiment d'essayer de le faire. Élargir mes horizons, parce que moi, je suis consultant IT et parfois, je me retrouve pendant quelques jours à faire des features qui ne sont pas forcément sympas à faire. Et donc, ça me permet d'élargir mes horizons, d'avoir des trucs un peu plus techniques à faire à côté et de voir des choses différentes. Relever des challenges parce que parfois, il y a des choses, il y a des bugs qui sont complexes par rapport à un code que tu as fait. Il faut que tu vraiment réfléchir et trouver des solutions. Alors, on est bien sûr aidé, mais c'est vraiment sympa. Faire grandir mon réseau parce que ça m'a fait connaître plein de monde et ça m'a fait aussi connaître par d'autres. Entre autres, j'ai fait pas mal de talks sur Quarkus, j'ai écrit des articles de blog qui ont été republiés par la communauté, ainsi de suite, et j'ai même parlé sur Quarkus Insight, qui sont un rendez-vous mensuel qui parle de Quarkus. Et surtout, rendre le monde meilleur en contribuant à l'open source et donc en donnant du temps et donnant un petit peu de mes compétences à toute la communauté open source. Et ça fait plaisir. Voilà, merci de m'avoir écouté parler de moi-même pendant 11 minutes 15, j'ai un petit peu débordé. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui ou par rapport à Quarkus. Je suis toujours très curieux si vous avez des questions sur Quarkus lui-même, même si aujourd'hui, ce n'est pas le but du talk. Voilà, merci. Merci à toi, Loïc. C'est sympa de voir ce feedback. Alors, il y a eu des questions. Alors, il y en a une qui est un peu... Est-ce que dans Quarkus, il faut parfois faire l'inverse de ce qu'on pense intuitivement, comme dans Hibernate, pour que ça fonctionne? Donc, on rentre dans le vif du sujet. Non, j'ai pas trop eu le cas. Par contre, c'est comme dans tout, il y a toujours des subtilités. Mais Quarkus, c'est un framework relativement assez facile à utiliser et qui est pensé pour les devs. Alors, vraiment, on a un événement qu'on organise avec Quarkus qui s'appelle le Quarkus World Tour et on fait un événement jeudi chez Zenica. Je sais pas si tu peux mettre le lien. Si vous avez vraiment des questions sur Quarkus, venez. Il y aura un speaker de chez Red Hat et il y aura vraiment le principe, c'est d'avoir beaucoup de Q&A, donc vous pourrez vraiment poser des questions qui sont plus pour Quarkus. La personne de Red Hat, c'est Sébastien Blanc qui fait énormément de vidéos. C'est génial ce qu'il fait. Alors, est-ce que... Je veux bien répondre à la question de Gauthier. Je ne sais pas si on rend le monde meilleur en contribuant à l'open source. On ne rend pas forcément le monde meilleur, mais ce que je voulais dire par ça, c'était que quand on contribue à l'open source, en fait, on donne quelque chose aux gens. Donc, l'open source, au départ, le but de l'open source, c'était de partager la connaissance et aussi de faciliter l'accès des programmes à des gens qui n'en ont pas forcément. Et donc, quand on participe à l'open source, on fait ça aussi, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions, il me semble pas. Si vous êtes intéressé par contribuer à l'open source, on a il y a aussi un guide et un article de blog sur le sujet sur le blog de Zenica, de Quarkus. Ça peut être intéressant aussi. Et n'hésitez pas, si vous voulez commencer à contribuer à Quarkus, à me contacter directement. Je pourrais vous aider aussi à vous lancer. C'est vrai qu'il y a des outils comme Zulip aussi qui permettent d'échanger avec les contributeurs. Ouais, donc Zulip, c'est l'endroit où sont tous les contributeurs. C'est vraiment, il y a des gens qui vous aident généralement dans les minutes où, après, où vous ayez posé une question. Top. Merci Loïc, merci bien. Et puis on va passer au dernier sujet de la soirée. Eh bien, bonsoir. Hop, si j'ai de la chance, je partage mon écran et on m'entend fort et clair. On est bon ?
Hop, ce talk n'était pas forcément prévu, on a rajouté ça un peu à la dernière minute, donc ça va être totalement à l'arrache, mais il paraît que c'est les meilleurs. Je m'appelle Colin Damon, je suis développeur Java passionné, j'aime bien les trucs qui terminent en DD, j'écris des articles de blog, des fois je fais des talks où je code un peu, je fais partie des Software Crafters Lyon, on est un groupe meet-up, on organise un événement par semaine, j'ai écrit un livre blanc il y a un moment, je m'occupe d'une chaîne Twitch pour ma société qui est Hippon Technologies sur laquelle on fait 2 lives par semaine autour du code, j'aime bien la bière et la musique métal, globalement. Ce soir, je vais vous parler de TDD, vous savez, c'est le truc où on commence par faire du code rouge, s'il compile pas, il est rouge. Ensuite, on fait ce qui permet de poser l'API la plus simple, qui nous intéresse. Ensuite, on fait l'implémentation la plus directe à laquelle on pense, puis après, on refactor, et puis on recommence. Vous savez, ce truc qu'on définit souvent comme je fais les tests et puis je fais le code. Donc, on va essayer de voir un peu ce que c'est cette méthode, cette approche que j'utilise au quotidien, moi, depuis quelques années déjà. On va faire ça sur un kata, c'est un petit exercice de code fait pour apprendre un skill particulier, dans ce cas-là TDD, et c'est un kata qui demande de calculer le score d'une partie de bowling terminée et correcte, qui s'appelle bowling game. Donc pour rappel, au bowling, quand on tombe une quille, ça fait 1 point. Quand dans une partie, il y a 10 frames, dans une frame, il y a 2 throws. On peut faire des spares, c'est quand on tombe les 10 quilles en 2 lancers dans une même frame. On peut faire des strikes, c'est quand on tombe les 10 quilles sur le premier lancer d'une frame. Quand on fait un spare, le throw suivant est un bonus, et quand on fait un strike, les 2 throws suivants sont des bonus. Voilà, pour l'intro très rapide. 1 minute 40 de slides, ça suffit, on va passer tout de suite dans l'IDE. Mon IDE, c'est Eclipse, tout va bien, tout est sous contrôle. C'est pour utiliser ce plugin qui s'appelle Infinitest, qui lance automatiquement les tests unitaires liés au code que je suis en train de faire, et qui me permet d'avoir une boucle de feedback beaucoup plus rapide que ce que j'aurais, par exemple, sur IntelliJ. Du coup, je vais faire un premier cas de test. Nanana... Non, alors attention, hein, je réponds à un petit message dans le chat privé. Non, l'alcool ne pose aucun problème sur Twitch. Faut le savoir, je live 2 fois par semaine. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est le cas de test le plus simple auquel je pense. C'est basiquement moi qui joue au bowling. Est-ce que je peux zoomer? Oui, je peux zoomer. Globalement, je mets tout dans la gouttière. Donc, on va faire une nouvelle game. On va être rapidement embêté parce que game n'existe pas. Je vais simplement demander à mon IDE de créer une game. Hop, c'est assez zoomé là. Vous me direz si c'est bon. Tac. Je vais faire 20 lancers dans la gouttière. Donc, je vais avoir des rôles. Je vais faire un for. Hein. Je vais avoir mes 20 rôles dans la gouttière. Tac, c'est bon? Ok, nickel. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de rôle 0. J'ai envie d'appeler ma méthode rôle, je sais pas, je la changerai peut-être tout à l'heure. Là, pour l'instant, ça me plaît bien. Je vais rôle, et ici, ce que j'ai, c'est un nombre de quilles tombées. Je suis nul au bowling, ouais, tout à fait. Il y a plein de choses un peu sportives, pas trop, hein, auxquelles je suis particulièrement nul. Et donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer le score de ma game. Ce que je veux, c'est un entier. Donc bon, dans le doute, c'est forcément 42, c'est forcément la réponse à la vie, l'univers et tout le reste. Et du coup, en fait, moi, sur ma gutter game, je voudrais que mon score soit à 0. Ici, mon test plante, l'Infinitest le lance tout seul, et donc je vais faire le code le plus simple qui permet à ce test de passer, qui est simplement de renvoyer 0. Ici, mon test est vert. Je vais pouvoir faire ma petite phase de refactoring, donc je vais pouvoir supprimer les commentaires qui m'allaient pas. Je vais mettre un import statique ici, supprimer les imports qui me servent pas, puis je vais simplement dupliquer mon cas de test pour faire mon cas métier suivant, qui est une partie où on fait que des 1, qui doit être peut-être plus dur à faire qu'une partie avec que des strikes, mais soit. Ici, ça doit faire 20. Bien sûr, ça fonctionne pas. Il va falloir que je fasse une implémentation. Et donc, mon implémentation, ça peut être quelque chose d'aussi simple que de stocker un score que je vais incrémenter à chaque fois que je vais roll et de renvoyer ce score.
OK, si mon test passe, j'ai fait une implémentation directe. Le refactoring de mon code, il n'y en a pas beaucoup. Le refactoring de mes tests, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Par exemple, je sens que je vais avoir besoin d'une game pour chacun de mes tests. L'unit m'instancie une nouvelle classe à chaque nouveau test, donc je peux sortir ma variable game. Et là, j'ai quand même fait plusieurs fois la même chose, le même code, donc je vais juste extraire une petite méthode pour faire plein de lancers à une valeur donnée. Donc, ce que je fais pour faire ça, c'est que j'extrais d'abord les paramètres. Ensuite, ça me permet d'extraire la méthode et je vais pouvoir re-inline mes paramètres. Comme ça, c'est mon IDE qui travaille et pas moi parce que j'aime pas trop travailler. Je suis pas très content de mes signatures. Je préfère les avoir dans l'autre sens. C'est plus logique dans ma tête. Roles 20 à 0. Voilà, ça, c'est une question de logique. Et du coup, on a fait cette itération sur les lancers, le score. Et ben, on va pouvoir faire un premier cas un peu particulier, un peu embêtant, qui est le cas des spares. Donc, pour mon spare, ben, il me faut un roll à 4, par exemple. Ensuite, il va me falloir un roll à 6. Puis, je vais faire un roll à 5. J'ai besoin de terminer ma partie parce que, rappel, c'est que les parties terminées est correctes. Et j'ai besoin d'avoir le score de ma partie. Et donc, dans ce cas-là, je vais vouloir que mon score, ce soit 10, mon spare, plus 5, mon bonus, plus 5, ma frame, parce que je me fais pas avoir, j'ai bien ma frame. Et donc ici, ben, bien sûr, mon test échoue. Il me dit que j'attendais 20, mais en fait, aujourd'hui, j'ai 15. Donc là, je vois que je vais avoir besoin d'avoir un peu un historique de mes lancers, de ce qui s'est passé. Donc, je vais simplement les stocker dans une variable qui s'appelle rolls. Ça m'a l'air cohérent. Donc là, je vais stocker mes rolls. Hop. Et on va faire le calcul, cette fois non pas en parcourant les rôles, mais en parcourant des frames. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de calculer mon score ici. Donc je vais initialiser un score à 0, et je vais ici parcourir des frames. Hop, donc je sais que j'ai forcément 10 frames, puisque ma partie est forcément terminée et correcte. Hop, tac, je regarde un peu les commentaires, hein, j'en loupe peut-être, vous me direz. Et donc, je vais incrémenter mon score en disant que je veux récupérer le rôle, mon frame index. Tiens, je vais créer une variable locale de frame index. Pour l'instant, je vais le mettre à 0. Plus le roles au frame index plus 1, donc qui est ma position suivante, comme une frame fait 2 lancers. Donc, il faut que j'incrémente mon frame index. Donc, super. J'ai fait passer mon premier test, mais mon test sur les spares est toujours loin de passer. Mais ce que j'ai gagné, c'est que ici, je peux dire que si ça, c'est 10, je vais pouvoir faire mon calcul pour mes cas de spare. Sinon, je fais mes autres calculs. Donc, je vais juste bouger un peu ça. Et on va dire ici, dans ce cas-là, que mon score, c'est égal à 10, donc mon spare, plus mon bonus, qui est mon frame index, plus 2, puisque c'est mon lancer suivant qui est un bonus. Ici, mon test est vert. Je vais pouvoir faire quelques refactoring. Par exemple, je sais que j'ai dupliqué ça. Donc, on va dire que ça, c'est un normal frame score. Tiens, on va dire, ça peut être un spare bonus. J'ajoute du sens métier. Et puis, ça, c'est est-ce que j'ai fait un spare. Donc, je vais extraire des méthodes, soit pour ajouter du sens métier, soit pour enlever de la duplication. Et donc, l'idée, dans le TDD, c'est vraiment ça. C'est vraiment les tests qui m'ont demandé de créer du code. J'ai jamais créé de code qui n'était pas demandé par des tests. Et à tout moment, le code que je fais, il y a des tests qui passent dedans et qui valident fonctionnellement ce que je suis en train de faire. Donc, bien sûr, l'étape d'après, c'est de faire l'implémentation des strikes. Là, pour le coup, je ne vais pas le faire puisque dans ce format 10 minutes, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais il y a d'autres refactoring, d'autres choses à faire pour l'implémentation des strikes. Et on peut on peut faire beaucoup de refactoring, on s'arrête quand on veut, on s'arrête quand on n'a plus le temps, ou quand on est satisfait. Le but de TDD, c'est pas de faire des tests. TDD, c'est pas une méthode de test. TDD, c'est une méthode de design qui va permettre au design d'émerger. Le but de TDD, c'est pas de tester tous les cas. On va faire suffisamment de tests pour être confiant dans le code qu'on fait, pour avoir un degré de confiance suffisant pour pouvoir mettre ce code en production. Mais on va pas essayer de tout tester. Le but de TDD, c'est vraiment de nous faire gagner du temps au quotidien et de nous faire gagner en confiance. C'est pas une méthode de test, c'est pas test first. C'est vraiment des approches et des manières de penser qui sont très différentes. TDD, ça s'explique en un slide. On peut en faire la démo en 9 minutes 40 si j'en crois le chronomètre que j'ai sous les yeux.
Mais ça prend des mois, voire des années, d'être à l'aise avec, de le maîtriser, de pouvoir travailler au quotidien comme ça. Par contre, c'est un investissement en temps, en perte de vélocité pendant qu'on apprend, un investissement sur son temps personnel qui est extrêmement rentable puisque c'est une approche, c'est des skills qui vous suivront, quels que soient les changements de technologie, quels que soient les changements de framework. Cette capacité d'avoir des boucles de feedback extrêmement courtes, de pouvoir retravailler son code, de pouvoir répondre aux changements, s'adapter aux différents besoins, c'est vraiment un skill dans lequel je vous conseille d'investir. Moi, j'ai décidé de le faire il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace, d'avoir du code qui me plaît beaucoup mieux, à peu près sur tous les projets. Voilà. Voilà pour moi. Et j'ai même pas tant dépassé que ça, au final. On s'en sort pas trop mal. Comme quoi, en faisant la moitié du kata. Merci beaucoup. Ouais, c'est super intéressant. Il n'y a pas de questions. Ouais, ça c'est les plus gros trolls ont peur et ils ont raison. Est-ce que tu fais aussi du TDD? Oui, alors j'explique la blague. TDD, le problème de cet acronyme, c'est qu'il peut pouvoir dire beaucoup de choses. Donc ici, j'ai utilisé TDD comme Test Driven Development, mais on peut aussi parler de Twitch Driven Development, donc un développement dirigé par le chat Twitch qu'on fait régulièrement. C'est de celui-là dont tu voulais parler, Gnuk? Non, je pense que Gnuk voulait parler de Type Driven Development, donc du développement dirigé par les types, qui sera quelque chose qui sera beaucoup plus puissant dans des langages avec des systèmes plus riches que Java. Gauthier, par exemple, travaille beaucoup en TDD, donc en Type Driven Development en Haskell. C'est quelque chose que je fais et que je vais faire de plus en plus avec l'avènement des records et donc en Java 16, qui sont sortis de preview en Java 16, qui permettent de créer des types vraiment à moindre coût. Et donc faire cette structuration avec les types, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si ça répond. Si on a d'autres trolls à dire. Non, il n'y a pas d'autres... Le Twitch Driven Development, je le conseille, hein, c'est vraiment diablement efficace. Hein. Après, ça dépend du chat qu'on a. Moi, il paraît qu'on a le chat qu'on mérite. Je pensais pas mériter ça, mais... Est-ce que Twitch Driven Development est égal Troll Driven Development? Oui, typiquement, s'il y a Gauthier, Gnuk, Nolwenn dans le chat, oui. Oui, globalement, ça ressemble pas mal. Nous non plus, on mérite pas ça. Très bien. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup à tous les trois pour vos sujets super intéressants. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain Human Talk.